BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, bienvenue dans De quoi je me mêle. Vous le savez, le samedi et le dimanche sur BFM Business, vous pouvez retrouver cette émission à la radio et à la télé. Et puis dès le vendredi, dès midi, en exclu, podcast audio et sur la chaîne YouTube de Tech & Co, votre rendez-vous tech. Donc, très heureux d'être là, bien évidemment, avec deux parties. Tout à l'heure, second chapitre, ce sera notre rendez-vous Labo Fnac avec Lionel Costa qui sera là. C'est le directeur du Labo Fnac et avec lui, on va s'intéresser en fait à un produit qu'on aime bien avoir pendant les vacances. Ce sont les enceintes nomades. Alors, en général, c'est les voisins qui sont moins contents, mais tous ceux qui sont propriétaires de ces enceintes aiment bien. Alors voilà, pour les barbecues, pour les piscines, etc., il y a aujourd'hui un choix énorme. On vous donnera les meilleurs, promis. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur Twitter. Bienvenue encore une fois à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Et on commente l'actu pour débuter avec Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Tout va bien Anthony? Ça va très bien. Voilà, tu étais à ma place la semaine dernière. Oui. Tu as mené ça de main de maître. Oh, t'es adorable. Voilà. Tu nous as manqué. Écoute, On est content que tu sois de retour. On est ravis aussi de te retrouver. Anthony, que vous retrouvez tous les matins donc sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC. Et Damien Licata Caruso est avec nous aussi. Salut Damien. Bonjour à tous. Salut. Grand journaliste au Parisien. Grand. Qu'on ne Oui. présente Si. plus. 1,83. Voilà. Ça va. Une belle taille pour un journaliste. Ouais, ça va. Et qui va commenter avec nous toute l'actualité de cette semaine qui est bien sympathique. Et puis tu vas nous raconter aussi ton périple puisque tu es parti en Chine, aller voir Huawei à Shenzhen. Oui, qui n'est pas la région la plus touristique de Chine, mais qui Ça, est toujours c'est- très intéressante parce Ouais. que vous savez quelque chose qui contient l'électronique à côté de vous, ça vient certainement de Shenzhen. Exactement. Parce que c'est l'usine du monde. Oui, je crois que certains iPhones sont fabriqués là-bas, hein, je crois. bien. Oui. peut-être Il y a un l'usine petit peu. Foxconn qui est Mais là-bas, Foxconn, ils sont là-bas. qui est juste en À face Dongguan, du laboratoire de recherche et développement de Huawei Tout d'ailleurs. à fait. Ouais. 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 Ça c'est bien parce que tu as tout le monde Ah à côté. les mecs, là. ils ont juste à traverser la rue, c'est pas Ouais. compliqué. Hein. Ça, ils peuvent dire. Tu vas où? Je fais Apple. S'inspirer. Je vais chez Apple. Écoute, moi je vais chez Huawei. C'est Ok. ça. Fais Si tu- attention au feu. Ils peuvent faire du covoiturage, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Franchement. Ouais. Bon, tu nous raconteras tout ça tout à l'heure parce qu'on voit que Huawei ne s'endort pas et accélère sur la véhicule électrique, sur la robotique, etc., etc. Mais pour débuter, dans l'actu, Cocorico, on va se faire plaisir puisque mercredi soir a eu lieu une démo impressionnante d'un laboratoire qui a été présenté, c'était il y a 8 mois de cela, par Xavier Niel, par Rodolphe Saadé et par Eric Schmidt. Xavier Niel, le patron de Free, bien évidemment. Rodolphe Saadé, qui est le patron de CMA-CGM, qui est d'ailleurs le nouveau propriétaire de la radio que vous êtes en train d'écouter et de la télé que vous êtes en train de regarder. Hein, voilà. Et aussi Eric Schmidt, l'ancien Patron de Google. Bien évidemment. 3 personnes qui ont mis pas mal d'argent, 100 millions chacun, pour créer Qtay. Le premier fruit de cet investissement a été présenté donc mercredi soir. Anthony. Exactement, donc ça s'appelle Moshi. Ça s'appelle Moshi. Donc c'est une IA vocale, on pourrait dire un assistant vocal qui va venir concurrencer Siri ou encore la dernière version de ChatGPT, Ouais. GPT-4o, où on peut interagir à la voix. Mais alors avec une particularité, c'est une rapidité absolument dingue dans les réponses qu'elle va apporter. En gros, l'idée c'est d'avoir un modèle de langage qui permette d'avoir des discussions extrêmement fluides, extrêmement naturelles, exactement comme si on était en train de discuter avec un être humain. Et donc dans les démonstrations qui ont été faites sur scène, et vous pouvez le tester aussi parce que c'est un outil qui est disponible en ligne. Moi, je me suis amusé avec, je crois que toi aussi Damien. Tout à fait. Si vous allez sur le site de Qtay, il suffit de rejoindre la liste d'attente, mais en fait on y a accès C'est très immédiatement. rapide. Et donc tu te mets à discuter en langage naturel, en anglais, je le précise, parce que moi j'ai commencé à parler avec elle en français et elle comprenait rien, enfin elle me répondait n'importe quoi, donc je me disais c'est pas très au point ce machin. Mais non, en fait c'est juste qu'elle parle en anglais. Et en fait le truc c'est qu'elle va te répondre avec un temps de latence qui est quasiment inexistant. Et ça va même plus loin que ça. On va peut-être écouter un petit extrait de cette démo. Donc c'est un échange entre l'un des chercheurs de Qtay et Moshi. Écoutez. I'm going to climb Mount Everest next month, and Okay, I that's wanted. incredible. What kind of gear do you need to bring? Well, that's what I wanted to talk about. Actually, what do you think I need? Well, you'll definitely need some climbing gear. You'll need climbing shoes, a harness, a belay plate, and a rope. Alors, ça existe déjà. Tu disais, GPT-4o fait ça, etc., etc.
Là, la nouveauté, c'est d'ailleurs, c'est presque gênant un peu. Hein. C'est C'est le clair. fait que l'IA vous coupe la parole Mais oui. avant que vous ayez posé la question. Exactement, et d'ailleurs on entend le public qui rit un peu dans la salle, et c'est vrai que c'est assez frappant. Moi j'ai testé l'outil avant de regarder la démo, et ça m'a frappé aussi, parce que mais j'ai même pas fini de poser ma question, et il y a déjà répondu. Alors c'est un peu désarçonnant au début, un peu frustrant aussi, parce Oui. qu'on se dit, attends, c'est quoi ce truc là? Pourquoi Elle est-ce que... anticipe beaucoup finalement la question C'est et ça. et parfois ça peut aussi entraîner un effet je ne sais pas parce qu'elle part sur un chemin et finalement on a pris une autre direction. Donc, Ouais, Ils exactement. sont partis du postulat que l'IA pouvait répondre à partir du moment où elle allait comprendre votre question, C'est ça. même si vous ne l'aviez pas terminée. C'est-à-dire qu'en fait, au C'est de l'IA moment... prédictive. C'est de l'IA prédictive, exactement. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de formuler ta question, même si elle n'est pas terminée, eh bien Ouais. l'IA est déjà, elle, en train de formuler sa réponse avec différentes options. Et puis, au moment où elle est à peu près certaine, bam, elle te balance sa phrase. Alors, tu as raison, des fois, ça tombe un peu à côté. Et je pense qu'il y a probablement un paramétrage à faire pour qu'elle soit Oui. un peu moins vivace, parce que là, ça va vite énerver les gens, mais c'était aussi, je pense, pour l'effet démo, parce que c'est quand même, mine de rien, assez spectaculaire d'avoir cette IA qui anticipe ta demande, parce que globalement, ça fonctionne bien, et tu n'as même pas fini de poser ta question, qu'elle donne la bonne réponse à la question que tu n'as pas fini de poser. Et là, c'est ce qu'on entend avec cet extrait-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est assez impressionnant. C'est 160 millisecondes de temps de latence. Donc on n'a jamais vu ça dans l'industrie. Hein. Visiblement, c'est l'équivalent d'un clignement d'œil, pour te donner un exemple. Ça veut dire que finalement, on est en train de construire notre ChatGPT français. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être pas aussi évolué, il faut voir après la profondeur de ce truc-là. Ce qu'il y a de fou, et c'est là où il y a quand même une performance, c'est que ce sont quelques ingénieurs qui ont fait ça en 6 mois. Ouais, c'est ça qui est hyper impressionnant. Donc, il faut savoir, un QTI, c'est 8 chercheurs aujourd'hui, donc qui sont hyper capés. Hein, par contre, c'est des anciens, ils ont bossé dans la Silicon Valley, etc. Donc, c'est des mecs quand même assez solides. Mais bon, 8 gars qui, j'allais dire dans leur garage, non, ils sont un peu mieux que dans un garage, je pense. Mais en un peu plus de 6 mois, ont réussi à concevoir un modèle qui n'a pas à rougir face à ChatGPT. Alors, si on entre dans les détails techniques, on n'est pas au même niveau de technicité, par exemple, sur le nombre de paramètres. C'est 7 milliards de paramètres, là où la dernière version de ChatGPT, ça doit être 175 milliards. Donc c'est tout petit encore, de ce point de vue-là. On est plus sur l'équivalent d'un Mistral, mais avec une vraie application qui sort et qui est grand Concrète. public, parce que finalement, c'est ça qui va fasciner les gens, c'est d'être capable d'échanger avec l'IA. Si on reste sur un modèle théorique comme Mistral qu'on peut intégrer de partout, qui est très bien, mais là, on va pouvoir dialoguer avec un robot. Et un robot qui est made in France, même si on sait qu'il a été entraîné sur des données américaines. À un moment, on sait qu'on va pouvoir lui faire ingérer des données françaises, lui faire apprendre et pouvoir le convertir en fait à notre culture. Parce que le problème de l'IA, à chaque fois, on parle de l'IA américaine, on parle de l'IA chinoise ou d'autres modèles, c'est qu'ils n'ont pas notre culture, pas nos réflexes, et que là, on va avoir une IA qui nous ressemblera un petit peu plus. Exactement. Il y a un enjeu aussi de souveraineté, je pense. Enfin, tu vois, de souveraineté des données et aussi de souveraineté culturelle, parce que c'est ça, c'est un modèle de langage, c'est aussi un monde, quoi. C'est un monde, c'est une culture, c'est des références communes, et c'est important qu'on ait aussi des outils d'intelligence artificielle qui soient franco-français, même si, comme tu le disais, bon, pour l'instant, il est franco-français, mais il parle que anglais. Donc, on espère qu'il va y avoir une version francophone qui va arriver, mais c'est important qu'on ait ces outils-là qui commencent à arriver. C'est ce qu'avait dit Xavier Niel d'ailleurs quand ils avaient créé QTI. Hein. Bien sûr. C'était vraiment avoir une IA à la française, souveraine, C'est ça. pour ne pas dépendre des géants américains. Et c'est intéressant de voir qu'on a quand même plusieurs projets français qui sont, alors encore une fois, même si en termes de valorisation, aujourd'hui, on n'est pas au niveau d'un OpenAI. Enfin, Mistral, c'est 6 milliards d'euros de valorisation, si on parle que du côté financier. Bon, QTI, c'est un peu différent parce que c'est un laboratoire de recherche, mais on voit qu'il propose des choses quand même extrêmement intéressantes. On a Edge Company aussi, qui a été lancé avec l'idée de concevoir une IA générale, donc qui pourrait dépasser les capacités de l'être humain et qui a fait des très belles levées de fonds en amorçage. Tout ça, c'est des projets français. Et quand même, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on a les cerveaux, ça on le savait déjà, on a les entrepreneurs derrière, et on a des projets très concrets qui sont en train d'arriver. Parce que là, on a parlé de la vitesse, qui est l'une des caractéristiques donc, de Moshi. La deuxième, et c'est aussi ce que fait GPT-4o, c'est le côté IA émotionnel, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'IA va être capable de détecter dans ta voix les émotions. Donc, est-ce que tu es énervé? Est-ce que tu es content? Et en fait, l'IA va s'adapter à ton émotion du moment. Et là, pour le coup, ça ouvre à la fois des perspectives dingues en termes d'utilisation. Donc, tu peux imaginer, je sais pas, un service après-vente avec un voice bot qui pourrait s'adapter à l'humeur du client. Tu vois, un robot dans un EHPAD pour tenir compagnie aux gens, tout simplement. Évidemment. On va avoir plein de problèmes aussi à un moment pour
pour prendre soin des personnes âgées. Donc on peut tout à fait imaginer un robot avec une part de pathos, certes, mais aussi qui est capable d'être très fonctionnel, d'accompagner les gens dans des étapes de la vie. Exactement. Et avec tout, alors après, avec toutes les questions aussi que ça va poser, on en a déjà parlé régulièrement dans l'émission, hein, mais d'attachement et même de dépendance émotionnelle avec l'IA, parce que quand tu as des IA qui peuvent comprendre tes émotions et ensuite simuler une émotion pour s'adapter à ce que tu es en train de dire, tu vas en fait en faire à un moment ton confident, ton ami, on sait qu'il y a des applications, on parlera de la Chine, mais en Chine notamment, il y a des applications où tu peux te créer une amoureuse virtuelle en utilisant l'intelligence artificielle, et il y a pas mal de gens qui tombent réellement amoureux, comme dans le film Her qu'on cite souvent, où le personnage principal tombe amoureux de l'IA incarnée par Scarlett Johansson, mais c'est en fait, on va y arriver avec des outils comme celui-ci, très clairement. Hein. Alors, autre fonctionnalité qui a été présentée, je vous invite à regarder sur YouTube d'ailleurs la démo, qui dure 45 minutes, c'est en anglais, mais bon, c'est facilement compréhensible. À un moment, ils expliquent aussi que cette IA arrive à reproduire une voix humaine simplement en écoutant 7 secondes de cette voix. Ouais. Et il y a eu un petit exemple rigolo avec Xavier Niel, justement. Ils ont pris, je sais pas, peut-être une interview de Xavier Niel qui a duré 7 secondes, et après il lui faisait raconter des trucs sur l'IA, qui étaient donc générés par Moshi, mais avec une voix et un ton qui étaient vraiment celui de Xavier Niel, c'est-à-dire que personne ne se rendait compte que c'était pas lui. C'est dingue. Non, mais c'est incroyable. Et donc voilà, on avance très très vite. C'est à suivre, et franchement, cocorico, parce que voilà, c'est plutôt un bon signal qui est envoyé. Ah là, franchement, la keynote, pour moi, ça envoyait en tout cas. C'était le résultat est quand même très spectaculaire pour une première démonstration. Encore une fois, bien sûr. Et après seulement 6 mois de travaux, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Donc non, vraiment projet qu'on a envie de continuer à suivre. Voilà, ça s'appelle Moshi. On reste dans l'IA avec Meta. Alors Meta, qui, vous le savez, est à fond aussi dans l'IA, avec son patron Yann Lequin, qui est en France d'ailleurs, et qui est en train de creuser son sillon sur les lunettes connectées. Ouais. C'est intéressant parce que les Ray-Ban Meta deuxième génération, aux États-Unis, vous pouvez faire une mise à jour et discuter avec elle. Vous vous pointez du doigt quelque chose avec vos lunettes, elle va comprendre ce que vous faites, elle va vous expliquer ce qui se passe. Enfin, donc vraiment, il y a l'IA qui arrive dans ces lunettes. Et ce qui est intéressant, c'est que Mark Zuckerberg prévoit déjà, Anthony, la suite. Ouais, c'est ça. L'étape d'après, ce serait des lunettes. Alors, il a dit ça dans un podcast. Il n'a pas donné énormément de détails, mais il a parlé de lunettes holographiques. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce serait des lunettes avec de la réalité augmentée, mais où les informations contextuelles qui s'affichent dans ton champ de vision, un peu comme les Google Glass à l'époque, se feraient sous forme d'hologramme. Donc, c'est pas exactement ce qu'il entend par là, mais on peut imaginer des modélisations un peu 3D qui s'afficheraient en fait dans ton champ de vision. Ça viendrait superposer les informations en plus, sauf en 3D, et pour par exemple, expliquer ce qui se passe dans une scène, pour donner une direction. Je pense qu'on va vers peut-être même une traduction, avoir des sous-titrages en direct. Absolument, ouais, c'est ça. Et alors, il n'a pas donné beaucoup plus de précision. Il a juste dit que pour l'instant, le design n'était pas encore au point, mais que tous ceux qui les avaient essayés étaient éblouis, ébahis. Enfin, je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas, ça avait impressionné tout le monde. Et que le prototype ils sont presque prêts à montrer le prototype. Donc, on peut imaginer que lors de la prochaine conférence MetaConnect qui a lieu à l'automne, on pourrait voir probablement ce prototype, parce que ça ne sortira pas tout de suite. Non, clairement. Ça va prendre du temps. Mais c'est intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est la stratégie de Meta sur les lunettes. Je la trouve très intelligente. Je pense qu'en fait, ils prennent Google et les Google Glass, qui ont été un énorme fail technologique il y a 10-15 ans, comme une sorte de contre-exemple. Et ils se disent, on veut surtout pas faire ça. Les Google Glass, à l'époque, elles ont fait peur à tout le monde. Ça ressemblait pas à des lunettes, c'était un peu effrayant. Moi, je me souviens d'avoir discuté à l'époque, on les avait testées, et la démonstratrice de Google, elle-même, qui bossait sur ces lunettes, me disait non, mais moi je les porte pas dans la rue, parce que les gens ils me regardent, c'est pas possible. Bon, après, c'était une autre époque. Oui, t'as raison, c'est vrai. Il y a plus de 10 ans. Mais Meta, ils ont eu une approche très intéressante. Ils se sont dit, on va s'allier avec un fabricant de lunettes, donc en l'occurrence Luxottica et Ray-Ban. Qui permet aussi de réduire les coûts et de réduire aussi les risques. Tout à fait. Et puis surtout d'avoir une paire de lunettes normales. Les Ray-Ban, c'est des chouettes lunettes. Pas inaperçues. Ah oui, moi les Ray-Ban, alors la première génération, ils me les avaient envoyés, ils les ont toujours pas récupérés. Donc je les appelle s'ils veulent les récupérer. Elles sont à mon bureau. Mais du coup, il m'arrive de les utiliser parfois. Et en fait, je pense que je n'ai jamais utilisé la caméra embarquée. Enfin, si, pour la démo au début, quoi. Mais maintenant, je les utilise comme lunettes de soleil. Personne ne fait la différence. Et moi, je m'en sers comme des lunettes tout à fait normales. Donc voilà. Donc ils sont partis de cette étape-là. Ils ont ajouté une brique technologique, donc la petite caméra qui a permis dans un premier temps de se filmer et de publier sur les réseaux sociaux. Bon, c'était le côté un peu gadget. Maintenant,
il y a l'IA intégrée. Donc on peut avoir des informations, demander la traduction d'un menu, des informations sur ce qui se passe autour de moi. Alors, pas encore en Europe. Hein. Non, pas encore en Europe, on n'y a pas le droit, mais aux États-Unis, c'est possible. Et ils se disent, voilà, petit à petit, les gens vont s'habituer. Et l'étape d'après, ce sera peut-être d'ajouter de la réalité augmentée, des hologrammes, des choses qui sont peut-être un peu plus intrusives, un peu moins intuitives, mais qui vont arriver, tu vois, comme ça dans le temps. Je trouve que la stratégie est intéressante. On verra si elle est payante. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir voir et tester ces fameuses lunettes holographiques. Tu les as testées, Damien ? Oui, je les ai testées, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, j'ai pas pu tester les fonctionnalités d'IA parce qu'elles sont pas disponibles en Europe pour des raisons très simples qui sont le RGPD et toutes les directives européennes qui empêchent la collecte de données sur lesquelles vont reposer évidemment les lunettes. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. On voit qu'on va vers quelque chose qui va vraiment apporter des informations dans la vie quotidienne, ce qui n'était pas forcément le cas des lunettes à l'origine, qui étaient plutôt réservées aux créateurs de contenu et des gens qui achetaient quand même un modèle assez cher. C'est quand même dans les 400 €, il me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Donc voilà, c'est resté assez gadget. Là, pour le coup, on va apporter un vrai service et je pense que c'est clairement la bonne direction. Et quand on fait ça avec Ray-Ban, ça permet aussi de crédibiliser son produit. Bien sûr. Moi, j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est plutôt malin pour Mark Zuckerberg de ne pas mettre toute cette thématique AR/VR dans le même panier. D'un côté, il y a les Quest, qui sont des masques, on va dire, traditionnels, qui progressent technologiquement, et puis les lunettes, qui sont beaucoup moins sophistiquées, certes, mais qui à un moment, les deux vont fusionner. Mais évidemment. Moi, c'est clairement la direction. Et je pense que c'est ça. C'était le rêve de Mark Zuckerberg, c'est que petit à petit, on arrive à fusionner tout ça, comment dirais-je, à mettre tous ces composants électroniques dans de moins en moins de place, et pour que ça ressemble à des lunettes. J'ai l'impression que c'est une course, bon, c'est évident, mais c'est une course entre l'Apple Vision Pro, qui va arriver aussi à ce format-là de lunettes, parce que finalement c'est son destin, et peut-être que Meta va y arriver plus vite, parce qu'ils auront un form factor, parce qu'ils auront des capacités industrielles, parce qu'ils auront déjà créé un marché, et ils vont y arriver peut-être plus vite qu'Apple, malgré les moyens que Apple va mettre sur les 5 prochaines années. Absolument. D'ailleurs, Apple, ils sont en train ce qu'ils avaient comme projet de faire un Vision Pro 2, puis de travailler sur des lunettes à un peu plus long terme, et visiblement ils sont en train de squeezer certains modèles du Vision Pro qui étaient censés sortir pour se concentrer sur les lunettes. Donc je pense que c'est un projet à plus long terme, mais un projet qui est probablement beaucoup plus porteur parce que, évidemment, beaucoup moins intrusif. Tout le monde peut s'imaginer porter une paire de lunettes, que ce soit Meta, Apple, si ça ressemble à des lunettes normales, alors qu'avec un casque ou un masque de réalité virtuelle augmentée, mixte, ordinateur spatial, appelez ça comme vous voulez, c'est beaucoup moins évident pour le grand public. Puisqu'on parle de lunettes, il y a aussi une autre marque qui a décidé de lancer des lunettes qui s'appelle Solo, et qui, elle, intègre ChatGPT. Exactement. En fait, qui se positionne vraiment exactement en face de celles dont on vient de parler. Alors, pas les lunettes holographiques, les celles, les Ray-Ban qui sont disponibles sur le marché. Et eux, alors donc c'est une marque hongkongaise que moi je ne connaissais pas. Je dois avouer, je ne sais pas si tu les connaissais, toi, Solos. Ils existent depuis quelques années. Du coup, je me suis un petit peu renseigné. Ils font des lunettes connectées depuis quelques années qui s'appellent les Ergo. Là, donc, ce seraient les Ergo Vision, qui sont des lunettes de vue tout à fait normales en apparence, assez jolies également. Caméra embarquée, mais là, plutôt que d'avoir le modèle d'IA de Meta, évidemment, ce serait du ChatGPT. Alors pas seulement d'ailleurs, il y aurait du ChatGPT, du Gemini et du Claude aussi. Donc ils ont pris toutes les écuries et avec l'idée, là encore, de pouvoir utiliser tout le potentiel de ChatGPT 4o, donc la version omnimodale, qui peut analyser ce qui se passe autour de toi. Et je sais pas, l'exemple classique qui avait été montré dans une démo par OpenAI, c'était j'ai un problème avec mon vélo, je sais pas, ma chaîne est cassée par exemple, je m'arrête, je sais pas ce qui se passe, je regarde avec les lunettes, je dis bon bah alors qu'est-ce qui se passe, et les lunettes vont me dire là ta chaîne est cassée et te donner un petit tutoriel pas à pas sur comment la réparer. Tu vois, ça peut être, t'es dans une ville, elle va te guider vers les monuments les plus importants, tu es en train de faire ton footing, elle te donne ta vitesse. Enfin, voilà. On peut imaginer plein de cas d'usage. En plus du fait que, visiblement, leur spécialité, c'est qu'ils ont aussi intégré des petites fonctionnalités bien-être, du genre, tu as un capteur de posture à l'intérieur des lunettes, donc tu te fais enguirlander par tes lunettes parce que tu es un peu trop avachi, ou tu sais, ou tu te tiens pas droit, donc c'est les lunettes qui vont te le dire. Si tu bois pas suffisamment aussi... Par exemple, vous faire engueuler par vos lunettes, les amis. Non, mais c'est ça. C'est ça le futur aussi qu'on nous prépare, tu vois, c'est que tu vas avoir aussi dans ces objets... par ta montre. Oh là là, mais m'en parle pas. Donc du coup, si en plus les lunettes te disent non, mais tiens-toi droit, bois de l'eau, tu vois, il y a un moment, ça va, laissez-moi tranquille. Bon, tout ça sera paramétrable, évidemment. Oui, bien sûr. Mais tout ça repose sur, évidemment, la voix. C'est ça qui est intéressant. Il faut voir si la voix va devenir
le nouveau moyen de communication avec les machines, finalement. La voix va aussi peut-être émerger comme une alternative au tout écran. On passe déjà nos journées sur les écrans, à un moment on a peut-être envie de couper. La voix, ça permet de s'isoler un peu plus, tout en ayant en fait accès aux fonctionnalités qu'on peut avoir sur un téléphone, sur une tablette. Ça peut nous libérer finalement, la voix. Absolument, et je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a derrière, en toile de fond, si on peut dire, cette question alors, qu'on pose depuis le début de la saison, mais celle du form factor idéal pour embarquer l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le téléphone ? C'est pas évident. Peut-être que oui, mais on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de tentatives, alors qui n'ont pas forcément fonctionné jusqu'ici. Le fameux AI Pin, la petite broche connectée, qui n'a pas du tout marché. Le Rabbit, dont on a beaucoup parlé aussi. Les lunettes, c'est un form factor intéressant, parce les que lunettes pour le coup, c'est un truc que tu portes. Ou les écouteurs. Ou un combo entre les deux. C'est ça. On parlera des écouteurs tout à l'heure, d'ailleurs. Et il y a l'IA aussi, absolument. Parce que les AirPods peuvent être aussi, on va dire, une piste privilégiée pour Apple, mais ne brûlons pas les étapes, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on évoque maintenant ton voyage en Chine, mon cher Damien. Alors oui. Tu allais donc à Shenzhen, dans le cœur industriel de la Chine, le temple, la Mecque de l'électronique même. Et on allait visiter à la fois le siège de Huawei, donc première entreprise privée de Chine, très très gros acteur de la tech dans le monde, et ils nous ont montré donc ce que vous pouvez voir à l'écran, une magnifique voiture autonome qui est un partenariat avec un autre constructeur automobile chinois, et en fait ils ont fait toute la partie logicielle. Huawei est en train de se réinventer. Et ils ont fait, donc là, ce que vous pouvez voir en action, c'est de l'Harmony OS, ce qu'on peut retrouver, c'est l'OS qu'on peut retrouver sur les téléphones. Ouais. Et en plus de ça, ils ont intégré un assistant vocal, donc on peut piloter pas mal de fonctions de la voiture, comme ouvrir les fenêtres, lancer la clim, lancer un massage sur les sièges, uniquement à la voix. Il y a une espèce de petite chat GPT local. Je vais vous épargner mon chinois, c'est pas encore ça, mais j'ai pu, en répétant un petit peu, ouvrir les fenêtres. Il a demandé un massage et la voiture a pilé. Oui, c'est ça. Non, c'est pas le bon. Pour l'instant, elle ne comprend que le chinois. Ça ne comprend que le chinois, mais comme vous pouvez le voir aussi, c'est capable de comprendre l'anglais. Il suffit juste de le customiser un petit peu. C'est quand même une voiture qui a vocation à rester sur le marché chinois, mais il pourrait avoir à un moment des ambitions d'aller sur d'autres marchés, comme peuvent l'avoir déjà les constructeurs automobiles chinois. Et c'est facile à intégrer en fait, parce que c'est une partie uniquement logicielle. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voiture. Ça pourrait être en marque blanche sur une voiture européenne, et ça marcherait parfaitement. Et c'est capable de tout faire. Non seulement c'est de la voiture autonome, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de toucher le volant. On lui dit à la voiture, amène-moi là. Elle va nous conduire tranquillement. Elle va pouvoir se garer toute seule et vous n'avez plus rien à faire. Et ça, sur les tests que tu as fait, c'était comment dire, sur un circuit organisé ou c'était sur les routes? C'était dans la ville, dans une ville de Shenzhen, où on a pu croiser et des piétons et des gens qui traversent n'importe comment. Il y a des gens à scooter qui font comme à Paris à peu près n'importe quoi, qui prennent aussi les pistes cyclables. Donc c'était vraiment en situation, on n'est pas sur un circuit fermé, on n'est pas dans un exercice purement théorique, là on est vraiment dans la réalité, et c'est vrai qu'elle a prouvé des capacités à freiner, même à piler quand les gens forcent le passage, qui étaient assez impressionnantes. Ouais. Moi, ce que je trouve fascinant chez Huawei, c'est leur résilience finalement, et leur pouvoir à rebondir, même quand ils ont vécu les pires choses, les pires bannissements. On ne va pas vous refaire l'histoire 2019, le ban Android, Google, le ban des puces, etc., etc. Alors certes, ils ont souffert, mais ils ont su rebondir et créer de nouveaux marchés. Il y a l'automobile, mais ils sont aussi sur les objets connectés. Tout à l'heure, tu vas nous parler de la robotique. Tout à fait. Même sur les GPU. Ils commencent à avoir leurs propres puces. Ils commencent aussi à avoir leur système d'intelligence artificielle qu'ils peuvent intégrer de partout, notamment dans la consommation électrique. Je vais installer une borne électrique chez moi, mais je voudrais qu'elle fonctionne uniquement sur les meilleures heures. On va pouvoir tout guider avec l'intelligence artificielle. Ils arrivent à l'intégrer de partout. Parce que tout simplement aussi, ils ont des milliers d'ingénieurs et qui, à un moment, on leur a dit arrêtez de faire des téléphones ou faites-en un peu moins ou uniquement pour le marché chinois, concentrez-vous sur d'autres choses. Et ils se sont lancés dans des projets comme ça. Ils ont les moyens de les financer aussi. Ils ont une espèce de rente qui est dans les télécoms. Ils en font depuis 15 ans, ils ont gagné énormément d'argent. Il y a encore des antennes Huawei en France et partout dans le monde. Ils ont les moyens en fait, de leurs ambitions, tout simplement. Ouais, c'est assez énorme. On en parlait un peu la semaine dernière de Huawei, mais moi aussi je suis assez frappé par ça. Le côté tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est vraiment le ban des États-Unis qui a été un coup porté à cette entreprise et dont on pensait qu'il serait, alors peut-être pas fatal, mais en tout cas on se disait bon, sur les téléphones, ils sont morts. Et c'est vrai qu'à l'époque ils étaient quand même en voie de devenir le numéro 1 mondial. Et finalement, on se retrouve avec une entreprise qui aujourd'hui a dit vous voulez plus de nous, c'est pas grave, on va tout faire tout seul, on va faire nos puces, on va faire tous nos semi-conducteurs, on va lancer notre système d'exploitation, on verra ce que ça donne. Donc
Harmony OS. Alors c'est vrai que Harmony OS hors de la Chine, bon, pas grand monde l'utilise pour l'instant. Et mais même les fabricants chinois n'ont pas adopté pour autant. Voilà, il n'y a que Huawei qui l'utilise, mais ils arrivent à le décliner en fait dans nos différents objets, dans les montres, c'est de l'Harmony OS, les montres qui vendent en France sans problème. Et dans cette voiture-là, par exemple, c'est de l'Harmony OS. Ils peuvent l'intégrer dans des robots, dans tellement en fait de débouchés qui sont sereins. Et en fait, dans Tech & Co, je reçois un spécialiste de tout ça régulièrement qui s'appelle Yves Maître, qui est passionnant et que je vous invite à découvrir dans Tech & Co dans le débrief, et qui nous expliquait que ce Harmony OS était une petite révolution en termes de soft qui pouvait s'installer du plus petit objet connecté au plus grand. Et même si le plus petit objet connecté a très peu d'intelligence, il va pouvoir discuter avec l'objet plus grand. Et ça ouvre des perspectives, et c'est d'ailleurs une philosophie de l'OS qui est propre à Huawei. Huawei qui abandonne Android, d'ailleurs, au passage, puisque rappelons que les précédentes versions d'Harmony OS étaient un Android customisé à la chinoise. Là, ils veulent abandonner Android et lancer leur propre système d'exploitation pour concurrencer iOS et Android. Absolument. Et avec cette philosophie de créer un écosystème, et automatiquement, n'importe quel objet avec Harmony OS, du plus petit au plus grand, pourrait communiquer entre eux. Après, ils ont encore un problème de marque, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, hors de Chine, aujourd'hui, Harmony OS, absolument personne ne connaît, à part les technophiles les plus avertis. Et en Occident, je veux dire, pas grand monde. Les consommateurs, déjà, sont souvent paumés entre « Oh là là, il faut que je passe de iOS à Android ». C'est déjà toute une aventure. Si tu as déjà essayé de convaincre quelqu'un de switcher d'un système d'opération à l'autre, si on commence à t'ajouter du Harmony, même si par ailleurs, leurs appareils ont vraiment des arguments commerciaux, y compris les appareils photo, enfin leurs téléphones sont vraiment ultra quali. Mais franchement, je pense qu'en Occident, il n'y a pas grand monde qui est prêt à switcher d'operating system. La stratégie aussi, c'est de faire oublier finalement qu'il y a Harmony OS derrière. C'est de diluer tout ça et de se dire que finalement le truc marche. J'oublie complètement, même. Je suis même pas sûr au démarrage de la voiture qu'on voit Harmony OS, mais ils vont peut-être aussi essayer de faire oublier le fait que ce soit leur logiciel à eux, et tant que ça marche, ils le mettront limite en marque blanche et ça ira très bien. Ouais, c'est clair. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as vu ça, mais tu as vu aussi des robots. Oui. Parce que Huawei fabrique des robots aussi. Huawei ne fabrique pas encore des robots, mais ils fabriquent un LLM, donc là, un modèle d'intelligence artificielle qui est très évolué, qui est capable en fait d'être intégré dans n'importe quel équipement électronique, avec une certaine puissance de calcul évidemment, notamment des robots. Donc des robots qui vont être capables de bosser dans une usine, de faire des choses qui sont encore à la main. C'est étonnant parfois quand on visite une usine en Chine, on voit que la dernière partie qui est l'emballage des téléphones, tout est fait par des robots sinon dans les téléphones, mais l'emballage qui est très soigneux est fait encore à la main par des employés. Et parce que le robot n'arrive pas à le faire, ça ? Pas encore. Mais justement, avec du LLM qui est capable d'être multimodal, ils vont être capables de le faire très rapidement et de manière plus efficace que les humains, qui est quand même le but. Waouh. Et là, quand tu parles de robots, c'est quoi ? C'est des robots genre boîte de conserve ou c'est des humanoïdes C'est à la croisée entre un humanoïde et un robot un peu plus industriel, un peu plus boîte de décoffrage, mais c'est finalement la fonction qu'on lui attribue qui est le plus importante. Tout ça, il est capable de plier une boîte, de plier quelque chose sans l'écraser, parce que c'est quand même le plus important. Oui, parce que si tu plies le téléphone, et tu le mets dans la boîte et que tu le reçois comme ça... C'est embêtant, mais c'est un problème de qualité à la fin. C'est clair. Là, je posais la question parce que de plus en plus, on voit, tu sais... ces robots humanoïdes qui sont développés, Figure AI et d'autres, même Optimus d'ailleurs, celui de Tesla, avec l'ambition de travailler aussi dans les usines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les usines, tu as effectivement ces systèmes complètement automatisés avec des bras robotiques qui ressemblent plus à soit des sortes d'hydres, de pieuvres ou de serpents, mais tu vas aussi avoir des robots qui sont capables de regarder comment font les êtres humains, d'imiter leurs gestes et de faire finalement ce que ferait un ouvrier spécialisé sur plein de tâches. Donc pourquoi pas aussi le fait de prendre le téléphone, de le mettre dans la boîte et de fermer la boîte. Donc je pense que on va avoir une sorte de mix en fait dans les années qui viennent. Ça va être assez intéressant. Visiter les usines dans 5 ou 10 ans, là je pense que ce sera un spectacle assez extraordinaire aussi. Quoi. Déjà, nous, l'année dernière, on avait visité la toute dernière usine Amazon. Ah mais oui, c'est vrai. Il y avait des robots humanoïdes qui transportaient des colis et les portaient d'un point A à un point B pour éviter en fait la pénibilité de certaines tâches pour les humains. C'est ça. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, c'est plus juste parce que chez Amazon, je me souviens qu'à une époque, c'était genre des robots qui portaient les étagères. C'est une sorte de gros robots aspirateurs là, et puis tu avais les étagères qui bougeaient. Là, on a vu des robots avec des bras et des jambes qui allaient
se baisser pour ramasser en fait des colis, pour les déplacer et les apporter de l'autre côté du centre de tri, quoi. Dingue. C'est assez Ma impressionnant. conviction personnelle, c'est pour l'instant, ils sont encore dans le stade où ils réduisent les capacités des robots pour pas faire trop peur aux humains. Parce qu'on se dit qu'on va être remplacé très rapidement, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Ah oui, bien sûr. C'est sûr. C'était tout le discours d'Elon Musk, encore une fois, avec Mm. Optimus plus l'IA, où il explique qu'il va falloir que nous, les humains, on repense le sens de notre vie, parce que d'ici quelques années, exactement comme tu le disais, probablement beaucoup plus vite qu'on ne le croit, en fait, ils pourront faire absolument toutes les tâches en fait qu'on peut réaliser, sachant que simplement en nous regardant, certains de ces robots sont capables de nous imiter, et qu'en plus de ça, une fois qu'ils ont appris la tâche, ils peuvent envoyer à tous leurs copains robots j'ai appris cette tâche-là. Cette notion d'apprentissage en essaim, comme ils appellent ça, qui accélère encore le mouvement. Donc ouais, ça va très très vite, et donc il y a vraiment une question, y compris philosophique, qui va se poser à nous sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies maintenant que en fait la machine peut nous débarrasser de absolument toutes les tâches un peu fastidieuses, quoi. En tout cas, ton récit nous donne envie d'y aller et d'aller jeter un œil là-bas. Pour terminer cette première partie de quoi je me mêle, si on parlait des AirPods, les AirPods, voilà, sans doute les écouteurs intra-auriculaires les plus vendus dans le monde. L'objet connecté le plus vendu dans le monde. Voilà, enfin, franchement, c'est pas étonnant. Hein. C'est un vrai succès et qui évolue d'ailleurs régulièrement. Et là, il y a quelques petites fuites, Anthony, concernant une future génération d'AirPods qui pourrait intégrer, écoutez bien, des caméras. Ça, c'est fou, ça. Absolument. Caméra infrarouge. Alors, pour filmer ton oreille, le creux de ton oreille, c'est ça, pour voir si c'est propre. Ah oui. Après, ça t'envoie une alerte. Non, là, coton-tige, là, obligatoire, c'est pas possible. Tu te fais engueuler maintenant par les AirPods. Oui, aussi, bah oui, sur l'hygiène. Après les lunettes, après la montre, c'est les AirPods. Ça va être compliqué, hein. Non, alors ça va être un enfer. Ça va devenir un peu chaud, ouais. Non, mais alors, plus sérieusement, alors c'est les informations de Ming Chi Kuo, donc qu'on cite assez régulièrement, qui est donc un analyste, donc qui est en contact en général avec les fabricants de composants, les sous-traitants d'Apple, donc assez bien renseignés. Voilà, rien de concret. Enfin, non, il n'y a pas eu d'annonce. Non, absolument. On parle de 2026. On parle de 2026, on parle sur vraiment des générations à venir, mais qui intégreraient des petites caméras. Alors, pour plusieurs choses, nous dit-on. La première chose, c'est que ces caméras permettraient de filmer, alors non pas l'intérieur de ton oreille, mais de voir le sens dans lequel ta tête se dirige, et en fait ça permettrait de diriger le son de manière plus optimale quand tu te déplaces, quoi, tout simplement. Donc il y aurait une notion d'augmentation de la qualité du son. Mais la deuxième chose, et évidemment on ne peut pas ne pas y penser, c'est l'intégration aussi de l'intelligence artificielle, exactement comme on le disait pour les lunettes. Ça pourrait être tout à fait le même genre de fonctionnalité, c'est-à-dire des AirPods qui pourraient analyser l'environnement autour de moi et répondre à un certain nombre de questions sur la ville dans laquelle je me trouve, me guider avec le GPS, traduire une conversation ou un menu en temps réel, etc., etc., etc. Donc là aussi, on peut imaginer tout un tas de cas d'usage. Ça va être assez intéressant à observer, ça aussi. Tu y crois, toi, cette histoire? Moi, j'y crois, surtout si c'est des caméras infrarouges, ça va nous servir aussi à se repérer dans l'espace, mais pas comme un GPS, ça serait dans un plus petit espace, savoir ce qu'on a exactement autour de soi, et ça serait extrêmement important. Et je pense pour le coup que ça peut vraiment apporter quelque chose, par exemple, non seulement pour l'audio, mais pour se repérer quand, par exemple, on a un handicap visuel. Il y a plein de fonctionnalités qu'on peut imaginer et qui sont vraiment apportées. C'est un petit composant, finalement, ça coûte pas très très cher. Il y a très peu de puissance de calcul qu'on peut peut-être intégrer dans un objet aussi petit. Alors, tu as raison, le côté handicap, j'y avais pas pensé, mais c'est un très bon point aussi. Parce que d'autant qu'on sait qu'Apple, alors je ne sais pas ils ont déposé des brevets ou on sait qu'ils travaillent sur le sujet, mais en tout cas, il y avait eu pas mal de rumeurs sur le fait qu'ils voulaient intégrer dans les AirPods un certain nombre de fonctionnalités, à la fois de bien-être et santé, c'est-à-dire bien-être, c'était là aussi des capteurs de posture pour te dire si tu te tenais droit, etc. Et ça peut être aussi des aides auditives embarquées. On sait maintenant que les écouteurs, les AirPods, sont souvent meilleurs que des aides auditives basses ou moyennes de gamme. Et ils voulaient ajouter encore des fonctionnalités pour les personnes malentendantes. Pour en fait transformer les AirPods carrément en aide auditive à proprement parler, quoi. Et même pour l'audio spatial, pour l'instant l'audio spatial ça se passe par les micros. Là on aura quelque chose d'encore plus précis parce qu'on serait sur l'infrarouge, on arriverait vraiment à se situer, savoir de quelle direction on regarde. Ouais, absolument. Ça peut aussi améliorer la qualité de l'audio tout simplement. Ouais.
Et puis, il y a aussi la possibilité, puisque en fait les AirPods vont dans le creux de l'oreille, de mettre des petits capteurs pour nous monitorer votre santé, comme le fait l'Apple Watch. Hein. Par exemple, votre fréquence cardiaque, pourquoi pas la tension artérielle, la température. Je vous rappelle que pour mesurer la température, on peut rentrer un thermomètre dans l'oreille. Tout à fait. Donc, il y a plein de choses enfin voilà, ça peut être le cheval de Troie de plein de fonctionnalités en fait, ces AirPods. D'autant qu'Apple a vraiment beaucoup d'ambition dans le domaine de la santé. Hein. On le sait, ils veulent être maintenant. Enfin, c'était le cheval de bataille de Tim Cook de dire, moi, je veux qu'on se souvienne d'Apple comme une entreprise de santé. Il veut que ce soit une partie de son héritage en tout cas, et on sent qu'il veut aller dans cette direction-là. Donc clairement, c'est pas du tout délirant ces rumeurs autour des caméras dans les AirPods. Et ça va être intéressant aussi à observer. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont les présenter. Encore une fois, on va pas vous vendre un truc. Oui, bien sûr, peut-être 2026. Ouais, c'est ça. On verra bien, les amis. Bon, écoutez, merci à tous les deux. C'était top cette première partie de quoi je me mail. Petit bonus qui vous attend juste après notre rendez-vous Fnac, toujours avec Anthony et Damien. Anthony, tu vas nous parler d'une nouvelle technologie de batterie qui rendrait jusqu'à 100 fois plus efficace nos smartphones. Ouais, c'est ça. Incroyable. Bon, ça sera le module bonus que vous retrouvez exclusivement en audio sur le podcast de quoi je me mail. Merci beaucoup Damien. Merci. Et tu resteras avec nous pour le module bonus, avec bien grand sûr. plaisir, oui. Et merci Anthony. À tout à l'heure. Et vous restez avec nous tout de suite. On enchaîne avec notre deuxième partie. Ce sera notre rendez-vous Lab of Fnac avec des conseils pour bien choisir votre enceinte nomade pour cet été. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.